Vous savez, moi, on est dans mon district présentement, le district numéro 2, le district des Patriotes. Fier de l'être, patriote un jour, un patriote toujours. Ça fait bien sûr 4 ans, bientôt 5 ans que je suis en politique. J'ai eu tous les noms. On m'a traité de pelleteur de nuages. Puis d'ailleurs, quand on me disait pelleteur de nuages, je disais tant mieux, il faut pelleter les nuages pour voir les rayons du soleil. Fait que c'est bien, je le prenais avec une pincée de sel. On m'a traité, c'est quoi que dernièrement? Là? Ouais, on m'a traité de chasseur de papillons, d'éco-freak, de tout le kit. Là. En tout cas, je les ai tout eus. Mais je ne veux pas invoquer la vendette populaire. C'était juste mon intro avant d'embarquer sur la présentation. Mais vous allez voir, ma présentation, c'est tout autre de Louis. Ma présentation, c'était vraiment plus sur... Faut que je reste assis? Ah oui, OK. Assis. Comme ça, c'est correct? Oui, comme ça va? Vous m'entendez bien? Donc, vous allez voir, ma présentation, c'est vraiment tout autre. Là. C'est plus une côté d'une vision que j'ai de la municipalité. Vous savez, moi, je fais partie d'un groupe qui est Avenir Lermontais. Aujourd'hui, je ne présente rien qui a rapport avec ce parti politique-là. Ça ne compte que moi, ça n'implique que moi dans la présentation qui va suivre. Je vais te prendre la souris, si possible. Donc, comme je disais dernièrement, je ne sais pas comment ça va marcher, ça. Ah, comme ça. Ah, je peux rouler comme ça. Merveilleux. Donc, comme je disais, on m'a traité de tous les noms et un qu'on m'a traité que j'ai trouvé très joyeux. On m'a traité de melon, en fait, dernièrement. Puis j'ai trouvé ça très bon. Puis c'était pas plus tard qu'hier. Puis j'ai trouvé ça très intéressant parce que le pourquoi du melon, c'est que le melon, il est vert à l'extérieur, mais il est rouge à l'intérieur. Fait que j'étais comme un faux vert parce que j'entérine certains projets. Fait que j'ai trouvé ça très drôle. Ce qui m'a donné l'idée de commencer avec un melon. En fait, je me suis dit, ma municipalité, là, j'imagine vous vous demandez c'est quoi le rapport entre un gros gland, un ruisseau, un melon, puis le grand splash. Bien, c'est ça qu'on va voir au courant de la présentation. Ma base et les assises de ma vision de ma ville, Mont-Saint-Hilaire, c'est basé exactement là-dessus. Fait qu'on va commencer avec lui que j'apprécie le plus, le melon. Selon vous, quelle est cette ville qu'on voit présentement à l'écran? Et qu'est-ce que vous remarquez de spécial? À main levée. C'est pas Babylone, mais ça commence par B. C'est Belleuil. Non, c'est pas Portland. En fait, il s'agit... non, c'est pas Babylone, mais ça commence par B, c'est dans les années 1400. C'était la capitale en fait, c'était le centre du monde, c'est la ville de Bagdad. La ville de Bagdad, à cette époque, était le centre du monde. Pourquoi? Parce qu'elle était au centre de la voie des épices, bien sûr. Et qu'est-ce que vous remarquez sur cette photo-là, de spécial? Il y a de l'eau, j'aime ça. Il y a une mosquée au centre. Exactement, il y a un jardin, merci. On appelait cette ville-là, la ville de Bagdad, la ville inassiégeable. Pourquoi? Parce qu'en son centre, il y avait de l'agriculture, d'où le melon, vous venez de faire sûrement le lien. Il y avait de l'agriculture urbaine au centre de la ville. Donc, les assiégeants, parfois les morts, M-O-R-S, etc., ils ne pouvaient pas assiéger la ville de Bagdad. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est qui l'assiégeant? C'est qui le danger pour mettre en péril notre souveraineté alimentaire? L'étalement urbain, bien sûr. Il y en a un qui est encore plus gros que ça s'appelle les changements climatiques. Demain matin, j'ai une sécheresse en Californie. 35 % de la production fruitière en Amérique du Nord s'estompe d'une shot. Donc, comment est-ce que je fais pour rendre ma ville autosuffisante avec l'agriculture? Là est toute la question, et là devrait être un des piliers, selon moi, de notre municipalité. Parce qu'au Québec, imaginez-vous, il y a juste 20 % des terres au Québec qui sont cultivables, et 80 % de ces terres-là se retrouvent ici, en Montérégie. Et c'est à l'endroit où est-ce que tu as le plus, bien sûr, d'étalement urbain, où est-ce que tu as le plus de concentration de la population. Et aujourd'hui, ça c'est ma petite phrase fétiche, qu'est-ce qu'on fait? On fait pousser du gazon. Ouais! Très nutritif. Gazon qui est la 3e semence la plus cultivée en Amérique du Nord. Vous dormirez là-dessus.
Donc, de l'agriculture. Pour notre ville, ça prend de l'agriculture urbaine. Il faut favoriser l'agriculture sur les toits, raccourcir les circuits. C'est pas normal que la tomate que j'achète au IGA ou au métro, pour ne pas faire d'ambiguïté, qu'elle aille voyager plus que moi. Donc, il faut rapprocher les circuits. Il faut que l'aliment que j'achète vienne le plus proche possible de où est-ce que je le consomme. Par exemple, ça pourrait être l'agriculture. Ça en prend partout. Ça en prend dans des bacs, par exemple. On en a fait un exemple à côté du skatepark cette année avec les incroyables comestibles. Ça, c'est un exemple de la Suisse qui est super intéressant. C'est le foodscaping. Foodscaping, c'est qu'il y a des quartiers de riches, qui ressemblent étrangement à Saint-Hilaire, qui habitaient sur des terres argileuses, donc qui étaient cultivables, et qui ont dit, OK, on va garder une certaine densité basse, mais pour s'autosuffire alimentairement, on va tous cultiver sur nos terrains. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Il y a par exemple un foisonnement d'agriculture, il y a des vignobles, il y a des pommiers, il y a des poiriers, etc., qu'on retrouve à même la ville. Tant qu'à cultiver, cultivez votre terrain en avant de chez vous. C'est pour le bien commun. Pourquoi pas faire des forêts nourricières? On s'entend? Il y a la ville de Saint-Félicien qui a fait ça dernièrement. C'est une forêt, tout simplement, qui s'autogère. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un employé qui a arrosé à chaque jour le plant de gadelier ou le plant de mûrier blanc, etc., qui pourrait nous amener cette autosuffisance alimentaire-là. Et ces arbres-là, quand on pense aux noyers ou mûrier blanc, d'ici 20-30 ans, ça va nous donner des fruits que tout le monde va pouvoir consommer. Donc, l'accès à la nourriture devient fondamental. Ensuite, des marchés publics. Ça, c'est une photo d'un voyage que j'ai fait en vélo cet été. Non, c'est pas à Portland. C'est la ville de Vancouver en banlieue de Portland. Il faut absolument réussir. Ouais, oui, c'est vrai. Ça, c'est drôle en mot t'as dit, parce que toute la côte ouest, ils reprennent des noms puis ils mettent tout à côté de l'autre. Fait qu'à Portland, tu as la ville de Vancouver, Seattle, qui est juste à côté. Ils font exprès pour vous mélanger. Revenons au contenu. L'idée ici des marchés publics, fondamentale pour deux choses. L'aspect social, socialisation, raccourcir les circuits des aliments. Ça en prend un à Saint-Hilaire. Il y a des milliers, mais il y a des centaines de producteurs qui attendent juste ça. Maintenant, le ruisseau. On a passé le melon rouge, vous vous en souvenez, le faux melon que je suis. Ensuite, on a le ruisseau. Pourquoi je vous parle du ruisseau? Je vous parle du ruisseau pour ceci. Saviez-vous qu'au centre-ville, il y a 1800 places de stationnement et qu'à son apogée, donc lorsqu'ils sont plus pleins, ils sont utilisés à 60 %. Donc présentement, il y a à peu près 800 places dans tout notre centre-ville qui ne servent absolument à rien. Quand on parle d'optimisation de l'espace, qui pourrait être utilisé à d'autres fins que garer une voiture, voilà un très bel exemple. Puis pourquoi je vous parle du ruisseau? On va faire le lien dans pas long. Voici une vue du pain de sucre que j'ai pris de la Société d'histoire, la vue du pain de sucre en 1940 environ. Ce que je veux que vous reteniez de cette photo-là, c'est les ruisseaux qui partent du Richelieu puis qui s'en vont vers la montagne. Qu'est-ce qui est important? Puis regardez bien l'exemple qui est fondamental. Qui coule... Oui, merci. On me souligne à l'oreille que je me suis trompé, merci. Voici une photo de la ville, de l'hôtel de ville, où est-ce que l'hôtel de ville était. Je n'ai pas de pointeur, mais vous voyez un petit bâtiment pour les vieux de la vieille. Qui était à Saint-Hilaire, là, 40, 50 ans? Je vois M. Richer, lui, il doit être là bien avant ça. Vous voyez le petit commerce qu'on voit au bout, c'est le commerce des champs qui vendait des voitures. Puis juste en arrière de ça, bien, l'hôtel de ville est venu s'implanter. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y avait un ruisseau à cet endroit-là. Et selon moi, cette photo-là et cette photo-ci, c'est le meilleur exemple de l'urbanisme fonctionnaliste de 1950-1960. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, et je l'ai vraiment entendu, celle-là, l'eau, il faut que ça soit canalisé au plus vite, puis que ça s'en aille dans le Richelieu le plus vite possible, parce qu'on ne veut pas la gérer sur place. À cause de ça, à cause que ça amène la vermine, puis ça amène des moustiques. Fait qu'on on a tout canalisé les ruisseaux, puis l'hôtel de ville s'est installé exactement à l'endroit du ruisseau. En fait, le ruisseau, il passe exactement là où est-ce qu'il y a le stationnement naturellement. Puis pourquoi je parle de ça, c'est quand même fondamental. En 1955, Ozias Leduc meurt à la ville de Saint-Hilaire. Dans les années 1950, on a tous connu la commission d'embellissement de la ville de Saint-Hilaire qui a été créée par Ozias Leduc. Qu'est-ce qu'il nous disait, Ozias Leduc? Il disait, à son époque, protégeons les ruisseaux, ça fait partie de notre qualité de vie et de la beauté de Mont-Saint-Hilaire.
Puis qu'est-ce qu'on a fait 10 ans après? On vient de créer un hôtel de ville par-dessus ce ruisseau-là. C'est grave. Mais tout est possible. Il y a un PPU Centre-Ville qui va être entériné dans pas long. Pourquoi pas le retour du ruisseau? Mais si ça n'était que moi, le ruisseau serait de retour, mes amis. Pourquoi le ruisseau? Parce que un centre-ville, une ville, il faut absolument voir l'eau, sentir l'eau le plus possible. Pourquoi? Parce qu'il faut que nos habitants restent en ville. Si une personne s'en va au fin fond de la campagne, de la campagne, puis dézoner des terres agricoles, on appelle ça l'effet saute-mouton. Ce qui veut dire que, par exemple, notre périmètre urbain ici à Saint-Hilaire, il est fixé. Donc, si je veux aller à l'extérieur du périmètre urbain, par exemple à Sainte-Madeleine, qui ne fait pas partie de la CMM, qui n'a pas son périmètre urbain fixé, je peux aller me construire ma maison unifamiliale isolée là, bien sûr. Donc, si je ne veux pas que ces gens-là fassent ça, il faut retrouver la nature en ville le plus possible. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens quittent la ville? Il y a deux raisons. Un, c'est les externalités négatives, le bruit, la pollution sonore et de l'air. Et deux, le manque de nature. Puis il ne suffit pas d'avoir de la grande nature tout le temps, des grands parcs, Mont-Saint-Hilaire ou Offord. Il faut que la nature soit constamment près de nous quand on marche pour aller à la boulangerie s'acheter une baguette de pain. Parce que oui, il y en a qui marchent pour aller s'acheter une baguette de pain. Il faut qu'on se côtoie aussi. Donc, l'importance des ruisseaux, puis en plus, j'aimerais juste vous dire pourquoi le ruisseau aussi, c'est d'essayer de canaliser l'eau le moins vite possible au Richelieu et de filtrer avec des bassins de rétention l'eau. Il y a quelques exemples dans la fiche qui suit. Ici, c'est la ville de Hornion, qui est une ville en France qui, toute l'eau de leur développement, parce qu'on sait que quand on fait un stationnement, bien sûr, il faut gérer l'eau, est canalisée et s'en va dans un grand bassin de rétention. Pourquoi ne pas s'en inspirer pour notre hôtel de ville ou pour notre Central Park, qui est l'hôtel de ville? Parlant de l'hôtel de ville, on a une place publique merveilleuse. La place de public de l'hôtel de ville, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés là à l'heure mauve. L'heure mauve, pour eux autres qui ne le savent pas, c'est quand que les derniers rayons du soleil se couchent durant l'été. Ça donne une petite lueur rougeâtre, mauve, vers la falaise Dieppe et la falaise Pain-de-Sucre. C'est magnifique. Il faudrait la mettre en valeur. Pourquoi pas mettre des... Je vais faire changer, oui. Pourquoi pas mettre un petit belvédère comme ça où est-ce qu'on peut voir la vue du coucher de soleil qui se couche vers Saint-Bruno et en plus de ça, la vue vers la falaise Dieppe. On aurait tout intérêt à recréer cette identité-là, des lieux où est-ce qu'on peut se rencontrer, se côtoyer, se voir, puis recréer la fabrique de la ville. Parce que la ville, c'est pas juste de rester dans son char et pogner dans le trafic, puis de s'arranger pour râler, puis arriver chez eux, puis jaser avec ses voisins, puis maudit c'était plate, puis c'était pas le fun. La ville, c'est tout autre chose. La ville, c'est de se côtoyer au quotidien. C'est se côtoyer quand on marche pour aller à l'épicerie. Puis d'ailleurs, le côtoiement, ça ne se passe pas en voiture. Le côtoiement, ça se passe en vélo et à pied. C'est rare que quand tu es en char, tu arrêtes sur le bord de la Salbert et tu te dis « Ah ouais, puis comment ça va? Ouais, puis comment va la petite Gertrude? Elle est rendue en secondaire 6. » Le côtoiement passe par la décentralisation. Et la dépétrolisation et d'arrêter de focusser sur l'automobile constamment. Je ne dis pas que l'automobile est illégitime, loin de là. Je dis juste qu'environ 50 à 60 % de nos déplacements doivent se faire à vélo et à pied. Et il faut que l'infrastructure suive. Content, pas content, parce que vous avez vu avec le PAC dernièrement, on n'a pas le choix de changer nos habitudes de vie. Puis c'est un mystère hein, de dire qu'il y en a, on parlait tantôt il n'y aura jamais de piétons, il n'y aura jamais de cyclistes. Mais ce changement-là, on n'a pas le choix de le faire. Puis c'est un mystère hein, de dire que pourquoi il y en a qui s'habituent aussi facilement au changement, puis il y en a qui c'est aussi difficile. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut plus vivre sans changer, puis c'est maintenant qu'il faut le faire. Une autre chose qui pourrait être intéressant pour notre centre-ville, les pocket parks. De plus en plus, c'est coutume dans des villes comme Portsmouth, Portland, non pas Portland en Oregon, Portland dans le Maine. Quand il y a un édifice qui brûle, les centres-villes, pour revitaliser les centres-villes, ils font des placettes comme ça, entre les bâtiments qui brûlent, des îlots de verdure, des îlots où est-ce que le piéton et le cycliste est à l'abri de l'automobile. Pourquoi faire ça? Pour créer une attractivité dans un centre-ville, ce n'est pas juste d'avoir des commerces à tout bout de champ, ce n'est pas juste un calcul comptable. Il faut ramener l'humain au centre des décisions, ramener l'humanisme dans les décisions municipales, ramener l'humanisme aussi avant les décisions comptables. Une autre chose que je tire de notre municipalité,
On a un grand schisme, on a une grande cicatrice qui sépare en deux notre municipalité. Bien sûr, il y a l'arrêt de chemin de fer, mais celui que je veux parler, c'est la 116. Pour avoir connu quelques personnes qui habitent du côté flanc sud, donc du côté montagne, c'est très difficile pour ces gens-là de se déplacer vers le centre-ville ou de même laisser leurs enfants. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est important de penser aux enfants dans toutes les décisions municipales plus tard. De laisser leurs enfants aller au skatepark ou aller se nourrir ou se divertir dans notre mini Central Park à nous, qui est l'hôtel de ville. Puis, qu'est-ce que l'ingénieur du Québec a décidé de faire pour contrecarrer ça? Il a décidé de faire des passerelles pour esclaves. Ni plus ni moins. Ça, c'est un exemple de Saint-Hubert. Qui va aller utiliser cette passerelle-là tu passes par-dessus, puis tu as non seulement la pollution sonore, pollution visuelle, c'est pas adéquat. Nous sommes des animaux. Parlant d'animaux, qu'est-ce qu'on fait pour les animaux? Nous autres, on fait des passages phoniques. Attends, je vais juste revenir, c'est important. Pour l'être humain, on fait ça. Pour les animaux, on fait ça. Pourquoi je dis ça? C'est pour qu'on ait honte, puis qu'on ait honte ensemble. Tous ensemble, qu'on ait honte de dire on fait ça pour des animaux, puis d'ailleurs, on devrait en faire plus dans la région, by the way. Puis que pour l'être humain, on revient à faire des petites passerelles, moi j'appelle les passerelles pour esclaves, où est-ce que ce n'est pas digne de l'humanisme qu'on doit retrouver à l'ensemble d'une municipalité. 5 minutes, OK, je vais clencher, checker bien ça. Ça, c'était juste pour vous dire, toutes les nations qui sont riches à travers la planète ont focusé sur 2 objectifs. Premier objectif, c'est la nature en ville. Ça, ce n'est qu'un exemple des avantages et des services écologiques. Je suis en train de faire ma maîtrise là-dessus d'ailleurs, sur les avantages que peut amener la nature dans la municipalité. L'esthétisme, le 3300 $ par hectare par année, c'est directement relié à la richesse foncière. Vous savez que la ville de Saint-Hilaire, la richesse foncière de la ville de Mont-Saint-Hilaire est plus élevée que celle de Belleuil, malgré qu'on ait 5000 habitants de plus, malgré qu'il y ait que Belleuil a 5000 habitants de plus, qui ont un quartier industriel, un quartier commercial énorme. Donc, il y a quelque chose là-dedans à focusser et à renforcer. Autre chose qui est focusée, ça je vais passer, s'inspirer de la nature dans nos développements. Je me tairai là-dessus, je pourrais parler très longtemps là-dessus. Ça, c'est des exemples au Zimbabwe d'utiliser l'énergie passive des termitières pour pouvoir se chauffer d'une manière passive les bâtiments. Vous vous souvenez, on a parlé de quoi? On a parlé du melon. On a parlé du melon rouge. On a parlé de quoi après? Du ruisseau. Et là, on parle du grand splash. Pourquoi je vous parle du grand splash? Vous en avez parlé tantôt. Ça prend des endroits où est-ce qu'on se côtoie. Où est-ce que des personnes d'une autre classe, de d'autres âges, puissent se côtoyer, puissent se créer une identité sociale et culturelle. Pourquoi je parle des jeux d'eau? Les jeux d'eau, ça a été un succès cette année et les années antérieures pour rallier les familles. Grand splash, même chose. Donc, se réapproprier nos espaces communs. Ça, c'est un exemple que j'ai tiré encore une fois de la Société d'histoire. Voilà une image qui nous identifie. Quand on voit cette image-là, ça nous parle. Ça, c'est nous. Ça, c'est le patrimoine, c'est la nature, c'est la vie dans une image. Il faut répéter ça. Tantôt, je vous parlais qu'il faut penser la ville pour l'enfant. Il y a Yangel qui est un grand auteur pour ça. Que pensez-vous de faire des jeux comme ça? Qu'est-ce qu'on voit à droite? C'est San Francisco qui sont des glissades. Je me suis un peu éraflé les faufounes cet été en glissant. Ils sont en béton, mais il faut glisser avec un carton. Puis à gauche, c'est la même chose. C'est des jeux à Seattle. C'est des photos de voyage, grosso modo. Donc, faire la ville pour l'enfant. Je vais tout de suite passer. Dans le fond, faire la ville pour les plus vulnérables, donc les personnes âgées et les enfants. Ensuite, on a, ça c'est un autre exemple tiré de la Société d'histoire, il faut recréer ça. On a des attributs, des attraits géomorphologiques évidents à Mont-Saint-Hilaire de par son dénivelé. Il faut utiliser des cours pour y glisser. Exemple de jeu qu'on pourrait rajouter dans le PPU Centre-Ville, des fontaines d'eau. Quand on parle des fontaines d'eau, là, étrangement, tu mets une fontaine d'eau, ça l'amène des enfants. C'est comme le truc à mouches, là, que les mouches coulent. Tu amènes des jeux d'eau, les enfants vont venir, inquiétez-vous pas. Puis ça l'amène la vie, ça amène à recoudre la vie. Puis c'est un peu ça mon objectif de mon discours.
Parlant de recours de la vie, il faut que dans nos espaces communs, on ait le droit d'y aller. On a le droit, puis on a le droit et on a droit, on ait envie d'y aller. Donc, pourquoi pas utiliser le bois? Quatrième chose, on a parlé melon d'eau, on a parlé ruisseau, on a parlé grand splash, le gros gland. Pourquoi je vous parle du gros gland? On est en train de se découvrir une identité à la ville de Mont-Saint-Hilaire qui est le land art. Pourquoi je parle du gros gland? C'est que moi, le gros gland, je veux le voir au quotidien. Là, ça fait trop de dire ça de même. Mais le gros gland, je dois pouvoir... Puis moi, je veux qu'il soit proche de la municipalité. Je veux pas que ça soit juste une fois par année au land art qu'on a accès à ces statues-là. Il faut que ça soit au quotidien. À droite complètement, on a un exemple de la ville de Portland cette fois-ci. Ça, c'est le temps, c'est la ville de Portland en Oregon. D'autres exemples, pourquoi pas utiliser du mobilier urbain? La photo du milieu, c'est des racks à vélo en forme de crème glacée. Pourquoi pas utiliser notre mobilier urbain et se créer une identité à l'aide des artistes? D'autres exemples d'art urbain. Bon, c'est la fin. Désolé pour avoir dépassé un petit peu. Amène-nous au centre-ville. Je vais en parler. J'ai des photos tantôt, mais je pense que je vais conclure tout de suite. À Mont-Saint-Hilaire, je me targue de dire on vit et on marche dans des pas de géants. Je me tarde aussi à dire on a la nuque d'Ozias-le-Duc, on a le tibia de Bordua, on a le jarret de Jordi Bonnet. On a un héritage énorme qui a été fait par des agriculteurs aussi qui, le long du chemin de la montagne, ont décidé de garder des arbres qui, habituellement, tu t'en vas à Sainte-Madeleine, ils rasaient tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y avait un souci de la beauté déjà à Saint-Hilaire à ce moment-là. Donc, on marche dans des pas de géants. Il faut souffler vers cet avenir-là, souffler vers l'avenir du développement durable. Il faut souffler vers l'avenir des 4 choses que j'ai dit, du gros gland, du melon rouge, du ruisseau, merci, et du grand splash. Voilà. Et il faut couler, bien sûr, l'urbanisme que nous avons fait depuis les 60 dernières années. On est dû pour un grand changement. Merci. Juste pour faire une précision, Émile, comment tu relis ça avec le centre-ville? Mais je peux relire, mais j'ai d'autres photos. J'ai ici. Peut-être d'expliquer aux gens en 2 minutes, là, parce que tu as fait une belle introduction sur ta vision, mais je pense qu'ils veulent entendre quand même comment tu te positionnes par rapport au centre-ville. Il y a 2 choses que je ne ferai pas. Première chose, je ne défends pas un projet d'un promoteur. Ça, c'est fondamental éthiquement aussi. Il reste des choses à entériner à la municipalité, que ce soit des échanges de terrain ou même le partage des coûts. Je ne peux pas me prononcer en faveur. Ce n'est pas binaire. Ce n'est pas je suis pour, je suis contre. Ce que je peux vous dire, c'est, selon les grilles d'analyse, vous prenez Vivre en Ville, LEED, il y a un sens au niveau urbanistique de construire à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que je ne construis pas dans un boisé, 1. Je ne construis pas sur une terre agricole, 2. 3. Je consolide ma trame urbaine. Pour moi, c'est tout sauf de l'étalement urbain. Je réponds aussi à un besoin à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Lesquels besoins? Un besoin de locatif. Présentement, à la ville de Saint-Hilaire, 90% du parc immobilier, ce sont des maisons unifamiliales isolées. Il doit y avoir du locatif dans une municipalité pour embrasser la nouvelle démographie qui va arriver, que ce soit la quantité de ménages qui va changer. Il y a pas plus tard qu'hier, je parlais vous savez, la ville de Mont-Saint-Hilaire, on commence à être une ville de marque pour les familles. On est 24e ville au Canada, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça fait, ça? Les familles viennent vivre à Saint-Hilaire. Mais qui dit famille qui viennent, dit que les parents aussi veulent suivre, puis participer, puis se rapprocher de leur famille. Sauf qu'ils n'ont pas, puis ces grands-parents-là, n'ont pas cet endroit-là pour vivre. Donc, il faut arriver, en consolidant notre trame urbaine, à orienter les ménages vers les axes de transport. Et pour moi, ça a toute cette logique-là de construire la rue Saint-Georges, si on veut parler de ça. Parce que si vous prenez un compas, vous faites le tour de la rue Saint-Georges, je suis à 100 mètres de l'axe de rabattement de la 200, 100 mètres de l'Express pour se rendre en Longueuil qui prend 35 minutes. Je suis à 50 mètres d'un jardin communautaire, donc je ne suis pas obligé d'avoir un accès à la terre. Je peux avoir mon repas de terre. Je suis à 100 mètres de la piscine, je suis à 100 mètres de la vie sociale à Saint-Hilaire, je suis à 100 mètres des commerces existants, je suis à 500 mètres de la première réserve à biosphère mondiale du Québec. Donc, on a tout pour que 50 ou 60% des déplacements se fassent autrement qu'en l'auto-solo. Et il faut rapidement aussi penser à se déplacer autrement avec des initiatives comme Autonomique, qui fait que si je commence à me déplacer
différemment ou autrement à 60% de mes déplacements, ben, j'ai peut-être pas besoin de 2 voitures dans ma cour arrière. J'ai peut-être besoin de une, j'ai même peut-être besoin de 0. Si je n'ai juste besoin pour aller, par exemple, travailler, qui est mon cas, que je fais du paysagement comestible, pour aller travailler une fois de temps en temps, ben, j'ai besoin de la voiture pour pouvoir travailler. Donc, encore une fois, ce n'est pas que la voiture est illégitime. Il faut absolument, par exemple, penser à la ville de demain pour que ce soit une ville piétonne, cycliste-friendly et donner cette infrastructure-là. Parce que sinon, on rentre dans un débat qui finit jamais à ce que la culture ne changera jamais. OK, il faut que l'infrastructure ne change jamais. Mais je pense que la culture est en train de changer, puis il faut que l'infrastructure la suive.